Alors, en tout cas, la convergence, on va en trouver. Je vais essayer de tenir mes 10 minutes et je vais condenser C'est du sport, hein. en faisant des références à d'autres choses que vous pouvez aller trouver sur Internet ou ailleurs. Et vous pourrez après scénariser votre écoute grâce à l'enregistrement, j'imagine. Alors, donc, habituellement, quand on me demande de parler de ce genre de choses, je termine toujours par citer les recommandations des pédiatres américains qui me paraissent toujours d'actualité et intéressantes. 2009, revu en 2012 ou 13. Le texte est disponible en français sur le site Neuroscience Fiction, pas sur la page humour, mais sur la page texte important, qui me paraît quand même plus informative, mais il faut aller la chercher. Et donc voilà, c'est des choses comme pas plus je parle d'enfants et je vais parler plutôt d'enfants d'école primaire. Je tiens à le dire, PISA c'est plutôt 15 ans. Le texte Institut Montaigne, ils ont un enfant primaire en tête. En 10 minutes, faire tout, ça paraît difficile. Donc pas plus d'1 à 2 heures d'écran par jour. Pas de télé dans la chambre des enfants, pas d'écran dans la chambre des enfants. Pas d'écran avant 3 ans. Et surveiller les contenus, les adapter à l'âge. Quand on dit ces recommandations, la plupart des personnes en milieu favorisé, tout le monde trouve que c'est très normal. Il y a même des gens pour dire 2 heures, c'est beaucoup. Voilà. Sauf que dans la vraie vie et dans la population générale, 2 heures, c'est bien en dessous de la moyenne. De la moyenne, et bien en dessous. Donc, ces recommandations pourraient être toujours vues comme étant des choses importantes, et en plus, elles sont justifiées par la santé publique, par des problèmes de sédentarité, par des problèmes d'apprentissage aussi, de sommeil et autres, mais ne serait-ce que pour des raisons de santé. Parallèlement, on sent qu'il y a une volonté, on l'a entendu à tout niveau, de généraliser le numérique, et en particulier dans l'apprentissage. Je voudrais revenir sur l'étude PISA, parce que c'est quand même fascinant. C'est une étude dont les résultats sont assez dits honnêtement dans le résumé. Vous voyez des phrases telles que « Les élèves utilisant très souvent les ordinateurs à l'école obtiennent des résultats bien inférieurs dans la plupart des domaines d'apprentissage, même après contrôle de leurs caractéristiques socio-démographiques. » Je vous en lis une autre dans la même résumé. Le fait de garantir l'acquisition d'un niveau de compétences de base en écrit et en mathématiques semble bien plus utile pour améliorer l'égalité des chances dans notre monde numérique que, tenez-vous bien, l'élargissement ou la subvention de l'accès aux appareils et services de haute technologie. Alors, comment est-ce qu'on arrive à concilier ce que je suis en train de vous dire, qui est tout à fait la phrase du rapport PISA, avec l'ensemble? L'ensemble, c'est que ces phrases-là sont enrobées dans des phrases beaucoup plus sympathiques, et là, c'est vrai que c'est étonnant, des phrases du style « Si les élèves ne sont pas capables de naviguer dans un environnement numérique complexe, ils ne pourront plus participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle du monde qui les entoure. » Ça, c'est vrai que c'est un petit peu effrayant. Et on en a d'autres, en particulier, donc on comprend que la navigation est une compétence et non des moindres, on va y revenir tout de suite. Et enfin, on comprend aussi que l'école devrait apprendre maintenant à devenir un consommateur réfléchi, c'est une nouvelle mission de l'école. Bref, j'arrête. Ces phrases donc, qui sont quand même ce que dit la recherche sur le plan du travail des données, les données sont malheureusement très négatives, et c'est enrobé dans des phrases tout à fait sympathiques qui nous disent qu'en fait le problème c'est les enseignants, ils ne sont pas encore assez formés, il faudrait les former plus, vous comprenez, on a fait 17 plans numériques en 30 ans en France, mais mieux formés, ça pourrait marcher. Dans le fond, je ne pense pas que le rôle de la science, ce soit de nous dire ce qui pourrait marcher, c'est d'évaluer ce qui est. Et ce qui est, pour le moment, c'est malheureusement assez triste du côté des effets du numérique à l'école. Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que l'écart entre les deux, ce n'est pas une particularité de l'étude PISA. En fait, c'est assez fréquent en recherche scientifique, puisqu'on demande aux scientifiques de donner des points de vue dans la société. Je voudrais citer une étude de 2009 où on a pris systématiquement les essais cliniques, donc des essais de médicaments dans des revues de médecins. Et c'est là que je voudrais faire un petit parallèle entre ce qui se passe pour le médicament, par exemple, et ce qui est en train de se passer pour le numérique. Donc une étude de 2009 prend systématiquement tous les essais de médicaments qui paraissent pendant un mois et regarde les essais négatifs, autrement dit ceux dont on sait qu'ils ont conclu au fait que le médicament était inefficace. D'accord ? On regarde le résumé de l'article et qu'est-ce qu'on voit ? 9 seulement d'entre eux faisaient état dans le résumé du fait que l'essai clinique était négatif. Et, tenez-vous bien, 16 seulement d'entre eux faisaient état dans le corps de l'article du fait que le résultat était négatif. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe pour tous les autres ? On a des articles scientifiques qui nous disent qu'un truc est positif alors que les résultats sont négatifs.
C'est gênant, mais ça fait partie de ce qu'on devrait enseigner, la lecture critique, vous voyez, qui n'est pas une compétence numérique, hein, une compétence intellectuelle au sens large. Non pas que les compétences numériques ne soient pas intellectuelles, mais elles font appel au langage. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit PISA, c'est que quand on a un bon niveau de langage et de raisonnement, en général, on n'est pas trop handicapé avec un ordinateur. Alors, comment on arrive à faire l'écart entre les deux? C'est ce qu'on appelle ce qu'appellent les collègues qui font de la lecture critique du spin. Du spin, c'est un terme aussi de physique quantique, mais là, ce n'est pas le sujet. Si vous voulez une référence sur le spin, je vous conseille le livre qui s'appelle PR, pour Public Relations, de Stuart Ewan, A Social History of Spin, une histoire sociale du spin, et qui nous explique ce que c'est que les public relations, c'est-à-dire la partie un petit peu immergée de la publicité. Et le père, je le dis en tant que psychiatre parce que c'est rigolo, le père des public relations, c'est Edward Bernays, qui était, sachez-le, 2 fois neveu de Freud. Voilà, et qui a écrit un magnifique petit livre en 1923 qui s'appelle Propaganda, que je vous recommande, qui est écrit en français et qui vous explique comment, en tournant les mots d'une certaine façon, on peut arriver à présenter les choses exactement comme on veut. Alors après, ça pose évidemment la question de pourquoi est-ce qu'on va faire une chose pareille. Alors évidemment, les chercheurs parfois trouvent que c'est plus facile de publier des résultats positifs que des résultats négatifs. Et puis parfois, la recherche est payée par certaines personnes qui aiment mieux que ce soit présenté d'une façon sympathique. Alors l'OCDE n'est pas non plus un institut caritatif, hein, rappelons-le, c'est quand même un laboratoire de pensée des politiques économiques des pays développés. Et puisque me pose Madame Latour me pose la question de rapport avec l'Institut Montaigne, l'Institut Montaigne qui est un autre think tank caritatif, a fait un travail sur le numérique à l'école et nous propose la création d'une fondation pour l'éducation avec un financement à hauteur de 100, c'est un grand M, je ne sais pas si c'est millions ou milliers d'euros, milliers ou millions d'euros, pour démarrer, et ça pourrait être chouette parce que ça pourrait être des subventions de l'État, des collectivités locales ou encore de la Caisse des dépôts et consignations qui pourraient financer un truc qui serait bien pour qu'il y ait un petit peu plus de numérique dans l'éducation. Je fais remarquer que cet rapport a été travaillé par mon homonyme Nicolas Harley, qui a été récemment nommé au Boston Consulting Group, qui est un groupe tout à fait bien international de marketing et de public relations. Voilà, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a vu Steve Jobs tout à l'heure, et on a vu Bill Gates, on aurait bien aimé voir Steve Jobs, qui a confié, après sa mort, que les tablettes, pour ses propres enfants, il en limitait l'accès. Et sérieusement, je vous recommande la petite interview qui est parue, je crois, dans le New York Times, ainsi que celle qui fait état des écoles Waldorf Steiner aux États-Unis, où soi-disant tous les PDG des grosses boîtes d'informatique mettraient leurs enfants, et qui sont des écoles sans numérique où on apprend surtout le sport, la musique et la lecture, jusqu'à assez tard dans l'éducation. Voilà, ça c'est un article du New York Times qui avait fait aussi un petit peu sensation. Et alors, c'est vrai que c'est fascinant. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'on teste à grande échelle sur la population d'enfants je dirais pas des médicaments, mais c'est, vous savez, le philosophe Stigler, là, qui aime bien parler de pharmacone pour le numérique. Donc, pourquoi on teste quelque chose sur l'ensemble de la population alors qu'on en connaît des effets indésirables? Je vous les raconte pas aujourd'hui, mais si vous allez voir sur le site, vous les trouverez. Et il y a aussi une conférence qui date de 2010 ou 2011 sur la délégation interministérielle de la pédagogie numérique, quelque chose comme ça. La conférence est en ligne. C'était sur le sujet que dit les neurosciences sur les effets du numérique dans l'apprentissage. Et je me dis, comment est-ce qu'on peut recommander à aussi grande échelle des choses dont on connaît bien les effets indésirables, mais finalement dont on peine à mettre en évidence les effets thérapeutiques, les effets positifs. Excusez-moi, c'est une analogie avec les médicaments. Et je voudrais rappeler une jolie phrase de Marshall McLuhan, qui est un peu le père de la... de la théorie des médias, qui disait la chose suivante: on ne sait pas qui a découvert l'eau, mais on sait que ce n'est pas le poisson rouge. Et l'idée est la suivante, c'est qu'une fois qu'on a inondé une société d'un média particulier, c'est plus difficile d'en étudier les effets que quand on l'utilise de façon ciblée dans un premier temps pour avoir des comparateurs. Voilà. Et je voudrais surtout pas que vous croyiez que je pense qu'on ne peut pas apprendre avec un ordinateur, parce que ce n'est pas vrai. Je dis juste que, globalement, pour le moment, les études peinent à montrer des résultats positifs et, bizarrement, elles sont présentées comme étant de remarquables succès. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse monstrueuse. Le rôle de la science, c'est de regarder ce qui est et pas forcément de dire ce qu'il faudrait faire, mais quand même, je voudrais avoir votre avis personnel sur la question. Quelles seraient, d'après vous, les conditions à réunir pour que le numérique soit source d'effets positifs dans les apprentissages scolaires et extrascolaires?
les conditions à réunir pour que ce soit une source d'effet positif? Je ne sais pas, mais comme je vous disais, pour pouvoir tester ça rigoureusement, il va falloir le faire sur des groupes avec pas toute la population en même temps. Et puis, il y a certainement des tâches. On voit des choses, pas fausses, même dans l'Institut, le rapport de l'Institut Montaigne, que des tâches répétitives peuvent être automatisées, l'apprentissage des tables de multiplication, des tas de choses comme ça. Le souci, c'est pas seulement ce que ça fait, c'est que c'est intéressant parfois aussi de se demander, par comparaison à la tâche d'origine, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd? Et on peut montrer qu'un truc est efficace, mais quand on teste un médicament, on est censé regarder les effets thérapeutiques et les effets indésirables. Vous voyez? Et je pourrais prendre des exemples de tâches qui, bizarrement, pour lesquelles on peut progresser avec un ordinateur, mais qui sont appauvries par rapport à la tâche, j'allais dire, traditionnelle. Et je vais prendre un seul exemple, le jeu d'échecs. Je connais maintenant beaucoup d'enfants qui me disent « Ah oui, je sais jouer aux échecs ». Alors je vais dire « Qui est-ce qui t'a appris ?»« Ah mais j'ai appris sur ordinateur parce que j'ai un logiciel, c'est gratuit, vous savez. » D'accord, on fait une première partie d'échecs, je me rends compte que l'enfant ne sait même pas bouger les pièces. Alors là, il y a quelque chose qui m'intrigue, et pourtant il a passé quelques temps sur un jeu d'échecs. Et au bout d'un moment, j'ai compris. En général, ceux-là, personne ne leur a jamais expliqué les échecs. Alors, je ne vous parle pas de la stratégie, mais surtout, quand il cliquait sur le cavalier, il voyait des taches vertes s'allumer. Et donc, il cliquait sur une des taches vertes. Et jamais ils ont intériorisé la règle du mouvement du cavalier d'échecs, parce que l'ordinateur leur disait encore viens, je te prends par la main, un cavalier, ça peut aller là et là. Vous voyez? Et dans cette situation précise, le fait que l'ordinateur aide l'enfant l'empêche d'intérioriser la règle et surtout de le faire avec sa propre réflexion. Et on peut trouver beaucoup de comparaisons à ça, surtout pour les petits, j'allais dire, de tâches qui sont appauvries par rapport à la tâche d'origine. Je pense à tous les objets qui ont du poids, une consistance, intérioriser les mouvements physiques des objets, etc. Bien sûr qu'on peut lancer une balle virtuelle sur un écran, mais elle n'a pas de poids, elle n'a pas de consistance, et vous voyez les limites. Un MOOC pour un adulte, aucun problème. Vous voyez, pour moi, c'est totalement d'un autre ordre. Et accessoirement, il y a autre chose qui est un grand sujet, je trouve, en ce moment, c'est la question de l'attention. Vous avez remarqué tout à l'heure les seuls exemples des pays qui n'étaient pas en tête, qui étaient des pays asiatiques, c'était l'Australie et les pays anglophones. Oui, c'est vrai qu'on peut arriver à capter l'attention d'un enfant avec un ordinateur, mais il faut aussi savoir que parfois c'est le seul moyen de capter l'attention d'enfants qui sont déjà gavés d'écran, voyez, mais qu'une fois qu'ils n'ont plus d'attention du tout, on leur donne des médicaments pour stabiliser ça. Et manque de peau, les pays dont il était question, je ne dis pas qu'il y a une corrélation, c'est difficile à prouver, mais c'est les pays où on donne le plus de médicaments. Donc oui, il faut savoir ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Et par exemple, la question de l'attention est un vrai souci, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, les enfants sont moins attentifs qu'avant, mais ce n'est pas uniquement parce qu'ils parlent à table. Vous voyez, il y a une corrélation très forte entre temps passé dans les écrans et difficulté à fixer l'attention en classe.